Aujourd'hui, Science en Tourne vous emmène sur l'un des sites d'Atmo Grand Est, à Schiltigheim, près de Strasbourg. Atmo Grand Est est une association qui a pour mission la surveillance de la qualité de l'air. Et je vous propose de rencontrer tout de suite son directeur délégué, Emmanuel Rivière. Allons-y. Atmo Grand Est est l'organisme en charge de la surveillance réglementaire de la qualité de l'air sur le territoire de la région Grand Est. Et en complément et à la demande de tous nos membres territoriaux, l'État, les collectivités locales et territoriales, les émetteurs et les associations de défense de l'environnement, on déploie aussi de très nombreuses activités d'accompagnement des territoires pour la reconquête d'une atmosphère de qualité. Alors atmosphère de qualité, c'est à la fois au niveau de la santé de la population, qu'il n'y ait pas trop de polluants dans l'air qui impactent la santé, mais également en termes d'atténuation des changements climatiques, réduction des émissions de gaz à effet de serre, donc pour limiter les impacts des changements climatiques en cours. Il y a différents métiers. Il y a d'abord le métier de la mesure, c'est-à-dire des techniciennes et des techniciens qui sont en capacité de tenir un réseau de mesure d'à peu près 80 stations sur le Grand Est. Et ces 80 stations vont délivrer quart d'heure par quart d'heure, tout au long de l'année, des niveaux de concentration pour la pollution industrielle, la pollution routière, la pollution liée au chauffage, la pollution agricole. Il y a un deuxième métier qui est la modélisation de qualité de l'air, où là des ingénieurs vont dresser jour après jour des cartes de qualité de l'air. Donc ça permet de donner une information de qualité de l'air sur toutes les adresses du Grand Est, avec une possibilité de prévision pour le lendemain et le surlendemain. On a des inventoristes également qui, eux, vont déterminer la responsabilité des différents secteurs dans la pollution, c'est-à-dire combien le transport routier pollue, combien l'industrie, combien l'agriculture pollue, combien également nos propres activités humaines, au sens chauffage, mobilité, vont polluer. Ensuite, on a une deuxième grande branche de notre activité qui concerne l'exploitation de toutes ces données et l'accompagnement des territoires. Donc on travaille en direct avec des dizaines de collectivités territoriales pour les aider à rédiger leur plan climat, air, énergie territoriale, pour les aider à rédiger les plans de protection de l'atmosphère, les plans locaux d'urbanisme, pour aider par exemple aussi la région à rédiger son grand schéma régional d'aménagement de développement durable. Et puis on a enfin un troisième très grand métier au sein d'Atmo Grand Est qui est la communication, parce qu'on a dans nos bases de données des dizaines de millions de chiffres, des chiffres qui sont passionnants, mais il faut les faire connaître, il faut les interpréter et il faut aider la population et les décideurs à se les approprier. Atmo Grand Est joue un rôle essentiel pour le pilotage des activités de développement durable d'une région ou de collectivité, et développement durable au sens reconquête d'une atmosphère de qualité. L'objectif, c'est vraiment que les gens respirent de moins en moins de pollution. Aujourd'hui, il y a beaucoup trop de pollution dans l'air, il y a de la mortalité, il y a de la morbidité, avec des coûts également sanitaires derrière, mais des coûts économiques. C'est-à-dire que la pollution de l'air a été chiffrée au niveau national à peu près 100 milliards d'euros de coûts chaque année, ce qui est tout à fait colossal. Les coûts de la pollution, ça peut être des coûts liés à l'absentéisme en entreprise, liés à des maladies. Donc là, les entreprises, ça a un coût pour elles. Ça peut être également des baisses de rendement agricole. Par exemple, quand il y a trop d'ozone dans l'air, on peut avoir des baisses de rendement agricole importantes et ça a un coût pour les agriculteurs qui est souvent peu supportable. Et puis, comme déjà évoqué, on a également une action pour atténuer les effets des changements climatiques, c'est-à-dire qu'on aide les collectivités à déterminer les meilleures actions pour que la mobilité, l'urbanisme, les bâtiments, l'alimentation, la consommation soient le moins générateur possible de gaz à effet de serre. Suivant les polluants, on va retrouver les plus fortes concentrations sur différents lieux. Donc pour un polluant comme le dioxyde d'azote qui est très majoritairement d'origine routière, évidemment on va en retrouver le maximum au bord des principaux axes routiers. Les axes autoroutiers par exemple ou les principaux boulevards au centre des villes. Pour un polluant comme les particules, qui est beaucoup plus réparti et dont une majorité provient du chauffage, en particulier du chauffage au bois, dans des installations individuelles. Là, on va le retrouver un petit peu partout sur le territoire. Là où il y a du chauffage au bois, il y a des particules qui sont émises en quantité importante. Et pour d'autres polluants qui sont des polluants plus particuliers, comme l'ammoniac par exemple, ou les produits phytosanitaires, évidemment, on les retrouve là où ils sont émis, c'est-à-dire à proximité des champs et des zones agricoles. Atmo Grand Est est une association. Et donc, comme une association, on est organisé avec des membres au niveau statutaire. On a 4 collèges de membres. On a le premier collège, c'est l'État, où on va retrouver l'ADREAL et un certain nombre de préfectures, mais également l'Agence régionale de santé, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie et d'autres encore.
On a un deuxième collège, c'est le collège des collectivités, donc sont membres d'Atmo Grand Est, la région, des départements, par exemple le Bas-Rhin ou la Marne, et des grandes collectivités comme la métropole de Strasbourg, l'Eurométropole, la métropole du Grand Nancy, le Metz Métropole, le Grand Reims, et puis d'autres agglomérations comme Mulhouse, Troyes, Haguenau, etc., etc. Le troisième collège qui compose les membres d'Atmo Grand Est, c'est le collège des émetteurs, donc un certain nombre d'industriels, l'Automobile Club, également Fédération de transporteurs routiers, la Chambre d'agriculture, la Chambre de commerce et d'industrie. Et le quatrième collège, c'est le collège des associations de défense de l'environnement, par exemple Alsace Nature, et le collège des personnalités qualifiées, c'est-à-dire souvent des médecins, des épidémiologistes avec qui on travaille beaucoup sur les liens air et santé. Et ces 4 collèges ont exactement le même nombre de voix en termes de gouvernance, 25% des voix par collège. Aujourd'hui, Atmo Grand Est est la seule structure à l'échelle régionale agréée pour la surveillance de la qualité de l'air. Et c'est la seule structure qui, en partenariat avec l'ADEME, l'ADREAL et la région Grand Est, porte l'Observatoire Climat, Air, Énergie au service de tous les territoires. Je vous invite maintenant à découvrir le fonctionnement de tous nos services. Nous sommes à la station STG Nord à la Robertso. Suite à la validation hebdomadaire, nous vérifions les données techniques puis polluants de chaque appareil issu de cette station. Nous intervenons soit sur un programme de maintenance, soit sur un problème technique d'un des appareils. Comme toute station de fond est équipée d'analyseurs de poussière, d'ozone et de NOx. Nous avons sur le toit les 2 tubes en inox situés à gauche avec les petites coupelles sont les têtes des préleveurs de poussière. Et plus au fond, avec une coupole qui est un peu plus large en inox, ça c'est la tête où les lignes des analyseurs gaz sortent. Les données sont mesurées de manière continue. On traite des données quart d'heure horaire qui sont remontées via une station d'acquisition qui après sont traitées par le serveur central au niveau d'Atmo Grand Est. Ces stations permettent de mesurer la pollution de fond, loin de l'activité industrielle et de trafic. Suivant l'implantation des stations, il y a différents types d'analyseurs qui sont implantés à l'intérieur, qui permettent de mesurer différents types de pollution. Dans la station, qui est équipée de différents analyseurs, nous avons tout d'abord une station d'acquisition qui permet d'enregistrer toutes les données issues de tous les appareils de mesure. Nous avons ici à droite un analyseur de poussière de type TEOM FDMS qui permet par une microbalance de calculer la poussière issue de l'environnement. De ce côté-ci, nous avons les analyseurs gazeux avec ici l'analyseur type NOx qui mesure le NO et le NOx et par différence on en déduit le NO2. Ici, nous avons l'analyseur ozone qui permet de mesurer l'ozone et ici l'AE33 qui permet de faire une spéciation sur le type de poussière, si c'est de la poussière issue de l'énergie fossile ou de l'énergie carbone. Tous ces analyseurs, lorsqu'ils sont mis en place, sont testés avec soit des gaz étalons, soit avec une cale étalon pour l'analyseur poussière. Nous faisons les contrôles métrologiques, débit, température, pression. Concernant les analyseurs gaz, lors du raccordement, on utilise un gaz R0 épuré du gaz qu'on veut analyser pour analyser la ligne de base. Et ensuite, on passe un gaz étalon d'une concentration connue afin de caler sa valeur de consigne. Pour l'ozone, on utilise un générateur d'ozone, même principe. Passage R0 pour le 0 et après une valeur de consigne. Pour l'analyseur TEOM de poussière, son fonctionnement est une microbalance mesure une fréquence d'oscillation de la poussière qui est collectée. Suivant la masse collectée, la fréquence d'oscillation change et l'appareil en déduit une concentration en poussière. Cet analyseur permet de mesurer la concentration en poussière pour toutes les particules inférieures à 10 microns. C'est la tête qui est située sur le toit qui permet de faire la filtration et de prendre que les poussières inférieures à 10 microns et en dessous. Certains analyseurs de poussière ont des fois ce qu'on appelle un cyclone qui permet de faire une coupure à 2,5 microns qui sont les particules
qui rentrent plus profondément au niveau des bronches. Ici, on se trouve au laboratoire interrégional de métrologie au sein de Atmo Grand Est, dont la mission principale est donc d'assurer la qualité des mesures, à la fois pour Atmo Grand Est, mais également d'autres associations qui sont chargées de contrôler la qualité de l'air. Le rôle de la métrologie au sein du contrôle de la qualité de l'air, on va se trouver à la base de la mesure, et le rôle essentiel, ça va être d'assurer la qualité des mesures qui sont réalisées de manière automatique dans les stations de mesure. Alors pourquoi assurer une qualité de mesure? C'est qu'au sein de l'Union européenne, on demande aux États membres de remonter des données avec une qualité de mesure qui est au maximum de plus ou moins 15% aux alentours des valeurs limites. Et donc par rapport à ces plus ou moins 15%, on va devoir mettre en place un certain nombre d'actions de comparaison, d'étalonnage, d'ajustage qui vont nous permettre d'assurer cette qualité de mesure. Et c'est au travers de ces différentes actions que le laboratoire de métrologie trouve sa place. Un étalonnage, ça va toujours être une comparaison entre une valeur de référence, qui peut être soit une donnée, soit un gaz, en l'occurrence pour nous, par rapport à une mesure qui va être réalisée par un autre équipement, ou générée par un autre équipement quand on va devoir générer un gaz. C'est une comparaison entre une valeur de référence et une valeur qui est indiquée par un autre équipement. Le rôle du laboratoire de métrologie va être d'étalonner les équipements qui servent à ajuster les analyseurs qui se trouvent en station de mesure. Cet étalonnage va être réalisé avec une périodicité de 3 mois. Pourquoi 3 mois? C'est pour maîtriser les incertitudes d'utilisation de ces équipements. Avec l'historique que l'on a, on s'est aperçu qu'avec une périodicité de 3 mois, on arrive à tenir des incertitudes d'utilisation de plus ou moins 5%. Pourquoi plus ou moins 5%? C'est que c'est demandé au niveau des normes européennes. Les étalonnages gazeux sont mis en place pour les polluants SO2, NO&NOx, NO2, ozone et CO pour assurer la chaîne nationale d'étalonnage des mesures automatiques. Qu'est-ce qu'on entend par mesure automatique? C'est les analyseurs automatiques qui se trouvent sur les stations de mesure. Cette chaîne nationale d'étalonnage, elle a été assurée pour la qualité des mesures et maîtriser les plus ou moins 15% d'incertitudes qui sont demandées au niveau de l'Union européenne. En complément des étalonnages sur les étalons que l'on appelle étalons de transfert, ceux qui servent à ajuster les analyseurs automatiques, le laboratoire va réaliser également des tests métrologiques sur ces analyseurs automatiques, toujours pour assurer la qualité des mesures. Les normes définissent les périodicités, et notamment avant l'installation initiale, on va avoir un test métrologique sur ces analyseurs automatiques, puis en fonction de leurs résultats, nous aurons un contrôle qualité, avec une périodicité qui sera soit de 1 an, lorsque les appareils sont bons mais pas très bons, soit une périodicité de 3 ans lorsque les appareils sont meilleurs. Les tests métrologiques sur les analyseurs se décomposent en plusieurs parties. Une première partie qui va être des tests de temps de réponse des appareils. On va vérifier le temps que va mettre l'appareil pour afficher une certaine concentration qu'on va lui injecter. Ensuite, on va vérifier la linéarité des appareils en injectant un certain nombre de concentrations et en vérifiant cette linéarité sur sa gamme de mesures. Et le dernier test qui est réalisé, ça va être un test de répétabilité. On va injecter un certain nombre de fois une même concentration et on va vérifier que l'appareil donne bien toujours à peu près la même concentration. Le laboratoire de métrologie se trouvant à la base des mesures, c'est par lui et les décisions qui vont être prises par rapport à ça que l'on arrivera à assurer la qualité des mesures qui seront réalisées en station de mesure. Au sein de l'unité inventaire énergie-émissions, on constitue des inventaires d'émissions de polluants et gaz à effet de serre à l'atmosphère et des inventaires de consommation et production d'énergie. Et donc nous, le but, c'est une forme de comptabilité. On va collecter plein de données primaires qu'on va confronter avec des facteurs d'émission et faire des bilans d'émissions, des bilans de consommation et d'énergie, et voilà. L'ensemble des données collectées pour réaliser notre inventaire nous permettent de constituer une base de données
Cette base de données va répertorier toutes les émissions et consommation et production d'énergie du Grand Est chaque année. Et cette base de données, on en valorise les résultats dans ce genre de documents qui sont les chiffres clés et qui sont mis à disposition des collectivités locales et des élus. L'objectif pour les élus, c'est d'avoir une situation de leur territoire année par année pour voir la tendance qu'a le territoire en termes d'impact sur l'air et de prendre des dispositions pour agir en faveur de l'environnement. Différents organismes et institutions nous fournissent des données primaires. On a notamment l'INSEE qui va nous mettre à disposition les données de population, de logement qui servent à nos inventaires. Le ministère de l'Agriculture avec son service statistique qui nous fournit les superficies culturales de la région ainsi que les effectifs des cheptels. On a également les conseils départementaux qui vont nous fournir les comptages routiers. Ces données primaires sont croisées avec des facteurs d'émission qui permettent de calculer les émissions de polluants et gaz à effet de serre de ces activités-là à l'atmosphère. Le fruit de notre travail, il est principalement visionnable sur le site de l'Observatoire Climat Air Énergie du Grand Est, avec la possibilité en interface web d'interroger notre base de données sous différents formats, à différentes échelles géographiques et pour les différentes années de l'inventaire qui sont disponibles. Donc tout un chacun peut interroger cette base et déjà voir un petit peu les produits qui sont réalisés au sein de l'unité inventaire. Il faut bien faire la différence entre les concentrations de polluants dans l'air et les émissions de polluants dans l'air. Les concentrations, c'est ce qu'on va respirer. C'est la quantité de polluants qu'il y a dans un certain volume d'air et qu'on va éventuellement respirer. Les émissions dans l'air, c'est une quantité de polluants qui est émise par une source. On ne va pas forcément respirer tout ce qui est émis par cette source. Il y a une partie qui va être diluée vers les hautes couches de l'atmosphère. Il va y avoir du transfert et donc la concentration, par contre, c'est le résultat de plein de paramètres, dont les émissions. Les données de l'inventaire viennent également compléter les données de mesure de qualité de l'air par les stations de mesure qu'il y a dans le Grand Est pour alimenter le modèle de prévision de qualité de l'air. Et ce modèle, à partir de ces ingrédients-là, va nous permettre de prévoir la qualité de l'air pour les prochains jours. Je suis en charge du calcul des émissions de trafic routier. Et je suis aussi en charge de la modélisation urbaine sur l'ancienne région Alsace. Donc je m'occupe des agglomérations Strasbourg, Mulhouse et Colmar. Je suis également en charge de la modélisation au niveau du quartier, donc quand on descend encore en échelle. La modélisation des données consiste à transformer les émissions polluantes qui sont émises directement par les cheminées, par les pots d'échappement, l'agriculture, à introduire les conditions météorologiques afin de disperser ces émissions pour modéliser ce qu'on va respirer. On va prendre des émissions polluantes des différents secteurs d'activité, routiers, résidentiels, agriculture. On va prendre des conditions météorologiques, donc température du vent, hauteur de couche limite. Il y a beaucoup de conditions météorologiques qui ont joué sur les niveaux de pollution. Et en fait, à partir de ces conditions météorologiques, on va disperser les émissions. Et ensuite, on va y ajouter un fond de pollution, donc les conditions de bord de la zone qu'on modélise, puisque parfois, ce qu'on respire n'est pas forcément produit où on est. En fait, il peut y avoir des apports extérieurs. Donc en fait, ces fonds de pollution vont nous donner l'indication de ce qu'il y a en fond de pollution. Et ensuite, on va également rentrer la topographie et l'occupation des sols, c'est-à-dire les altitudes, le relief. Et l'occupation des sols, c'est si on est plutôt en zone agricole, plutôt en zone urbaine, plutôt à proximité d'industrie. Voilà. Et tous ces paramètres vont entrer dans des modèles. Et ensuite, on va pouvoir sortir un résultat soit au niveau de la région, soit au niveau d'une zone urbaine, soit au niveau d'un quartier. Ces données de modélisation, elles vont être utilisées pour deux grands types d'activités. La prévision. Tous les jours, en fait, on fait une prévision au niveau régional
que la personne qui est d'astreinte va utiliser pour faire son bulletin de qualité de l'air pour le jour même et le lendemain. Et ensuite, il y a un deuxième type d'activité où on utilise ces données de modélisation, c'est on fait des cartes annuelles. Et donc là, on va pouvoir dire où il y a des zones qui sont en dépassement de valeurs limites annuelles. Là, on va utiliser dans un premier temps la modélisation régionale. On va regarder les surfaces qui sont en dépassement de valeurs limites, valeurs guide OMS, valeurs objectifs de qualité de l'air. On va aussi faire ce travail au niveau urbain. Et au niveau urbain, on va rapporter les zones en dépassement et les populations exposées à l'Europe. Et c'est ça qui fait qu'on peut avoir des contentieux au niveau européen sur certaines villes. Tout ce qu'on va chercher, c'est à reproduire au mieux les zones qui sont en dépassement, à comptabiliser les habitants qui peuvent être soumis à ces dépassements et en fait à rapporter ces chiffres au niveau de l'agglomération, de la région, de l'Europe, au préfet, afin qu'ils puissent prendre certaines mesures. Les seuils d'information et les seuils d'alerte sont faits pour les polluants qu'on mesure quotidiennement. Donc le dioxyde d'azote, l'ozone et les particules PM10. Sur ces 3 polluants, il y a à chaque fois un seuil d'information et un seuil d'alerte. Ensuite, ça c'est un peu compliqué dans les dernières années. Si on dépasse 2 jours de suite le seuil d'information, on passe en seuil d'alerte sur persistance. Voilà. Donc quand on dépasse le seuil d'information, la personne d'astreinte à Grand Est va faire des communiqués pour informer la population qu'on est en dépassement de seuil. Elle va informer également le préfet. Dès qu'on passe en dépassement de seuil d'alerte, donc le deuxième seuil, ou en persistance de seuil d'information, là le préfet commence à prendre des mesures. Donc la première mesure, le premier jour de dépassement de seuil d'alerte, c'est souvent une baisse de la vitesse de circulation. On passe à 70 sur les axes de grande circulation, comme l'autoroute, les nationales. Ensuite, il y a aussi certaines mesures qui sont prises au niveau des industries. Et enfin, quand on dépasse ensuite ces mesures, plus on avance dans l'épisode, plus l'épisode dure, plus ces mesures vont être restrictives. Au 3e jour, on va passer sur critères, par exemple sur l'agglomération, sur l'Eurométropole. C'est également le cas sur l'agglomération de Nancy. Ils peuvent passer à critères. Donc là, c'est vraiment, on interdit certains types de véhicules de rentrer dans la zone. Les villes sont obligées de mettre en place des mesures pour répondre aux contentieux européens. Une de ces mesures est, par exemple, essayer de limiter la construction dans des zones qui sont en dépassement. Et si il y a construction, faire une étude pour voir comment agencer le bâtiment pour que la qualité de l'air au sein de ce bâtiment soit la meilleure possible. Donc c'est le cas sur l'étude là, par exemple. On avait fait cette étude en 2012, c'est le quartier Danube de l'Eurométropole, celui-là qui est à côté qui se construit à côté du cinéma UGC Cinécité. Donc en 2012, il n'existait pas. Donc le but de l'étude, c'était de savoir quelle était la meilleure géométrie pour intégrer l'école du quartier Danube, sachant que l'école serait là et l'avenue du Rhin est là. Donc un axe à 30-40 000 véhicules jour. Donc générateur de forte concentration. Donc là, il nous avait fourni la première architecture. Donc l'école n'était pas construite, donc on pouvait agir sur cette architecture. Il nous avait fourni la première architecture et ce qu'on voyait, c'est qu'on avait un dépassement très fort en façade et qu'en plus, la pollution enjambait la façade pour et on avait des dépassements sur la cour d'école. Donc on a fait état de ces conclusions au niveau de l'agglomération et l'agglomération a demandé à faire un changement d'architecture. Donc là on le voit bien, un bâtiment plus grand en façade et qui permet cette fois de faire vraiment écran pour qu'il n'y ait plus de dépassement au niveau de la cour d'école.
Et en plus, après, on donne des préconisations sur la construction du bâtiment. Par exemple, toutes les prises d'air des BMC sont côté opposé route. Et là, également, sur ce bâtiment, pour protéger la façade, ils vont faire une double peau. Pour ce genre de prospective, on travaille avec les urbanistes et les architectes. Mon rôle chez Atmo Grand Est, c'est valoriser l'information qu'on a récupérée depuis ce matin, donc en l'occurrence sur notre station de mesure, à la fois auprès de notre collègue de métro, de mon collègue des émissions et de la modélisation. À partir du moment où toutes ces données ont été traitées, on va pouvoir obtenir donc une carte des indices qui va nous permettre d'avoir des indices de la qualité de l'air sur les grandes villes de la région Grand Est. Comme on peut le voir, aujourd'hui, mercredi 10 avril, on se rend compte que sur Strasbourg, nous avons un indice 4. 4 qui correspond à un bon indice de la qualité de l'air. Donc l'indice de la qualité de l'air est bon. On se rend compte qu'aujourd'hui, l'ensemble des indices déterminés sur les grandes villes du Grand Est est bon, puisque nous avons un indice 4 sur l'ensemble des grandes villes, sauf sur Reims, puisque comme mon collègue Charles vous l'avait dit avant, nous avions un épisode de pollution hier, donc nous avons encore un petit reliquat sur cette zone-là. Cette carte est interactive, elle permet de zoomer sur les différentes villes. On va le faire sur la ville de Strasbourg, donc en cliquant sur la ville, on peut aller beaucoup plus loin et donc on a la carte aujourd'hui de la ville de Strasbourg avec les différentes couleurs en fonction des indices de la qualité de l'air. Donc on se rend compte qu'autour de Strasbourg, nous avons une zone verte et jaune. Donc, comme Charles vous l'a expliqué, il y a aussi la possibilité d'aller plus loin sur le temps, donc d'avoir une prévision à J+1 donc pour le lendemain, donc le 11 avril, et pour J+2, donc le vendredi 12. Donc sur le 11 avril, lorsqu'on clique sur le petit onglet là-haut, on obtient demain une carte avec un indice de la qualité équivalent à 3, donc bon, et pour le 12, on remonte sur un indice 4. Cette carte va nous permettre d'informer les différentes personnes des futurs indices sur les différentes métropoles de la région du Grand Est. Notre travail de communication ne s'arrête pas uniquement qu'à cette carte. Il est multiple puisqu'on va utiliser différents canaux d'information. On a effectivement un site internet aujourd'hui qui va nous permettre d'informer un maximum de personnes. Nous avons aussi un widget qui va être intégré à des sites internet et donc pouvoir informer les différentes personnes des indices de la qualité de l'air en fonction des différentes villes. Nous avons aussi la possibilité et un partenariat avec Oxia Live. Oxia Live, c'est des panneaux d'information qui sont répartis sur le Grand Est et qui vont quotidiennement informer les personnes qui passent à côté de ces panneaux, donc à un feu rouge ou sur un carrefour, de l'indice de la qualité de l'air de la ville où il se trouve. Tous ces éléments, tous ces processus, donc tous ces outils vont permettre d'informer un maximum de personnes des indices de la qualité de l'air. Une application est en développement, ce qui va permettre aussi d'aller et d'informer les personnes via l'outil numérique, donc via le téléphone, outil indispensable et énormément utilisé au quotidien. Donc voilà. Notre travail est vraiment d'informer l'ensemble des personnes sur les indices de la qualité de l'air. Le widget va nous permettre de donner une information communale. Cette information communale, en fait, elle va être liée à une ville. Même chose sur les écrans Oxia Live qui vont être répartis sur le Grand Est. On en a 45 qui vont donner l'information de la qualité de l'air du jour en fonction de l'endroit où ils sont. Donc effectivement, comme ils sont répartis sur le Grand Est, ils sont souvent répartis près d'axes routiers, ce qui permet à tout automobiliste de voir l'indice de la qualité de l'air. L'information n'est pas persistante, c'est-à-dire qu'elle n'est pas affichée de manière permanente, elle va s'afficher entre deux pubs. Donc effectivement, sur les panneaux Oxia Live, on a de la pub, et entre deux pubs, on peut avoir possiblement une information sur la qualité de l'air. Par rapport à la fameuse API, donc je vous disais qu'on développe une API, donc c'est une solution informatique qui va permettre de communiquer l'indice de la qualité de l'air, mais aussi de transmettre des données. D'autres supports de communication sont aujourd'hui utilisés pour transmettre aussi cette information, donc Facebook, YouTube, Twitter, principalement pour les informations concernant les seuils d'alerte et les seuils d'information et les seuils d'alerte. Et YouTube, on donne des informations sur comment on mesure l'indice de la qualité de l'air, quelles sont nos actions, quelles sont nos missions. Nous avons également la possibilité de transmettre des informations concernant les différentes stations réparties sur le Grand Est. Donc, en allant sur notre site internet, vous pouvez avoir les données par station. Donc, ce matin, nous étions sur la station effectivement Strasbourg-Nord, qui est située pas très loin de Bischheim. Et on se rend compte qu'en fait, sur le polluant qui était mesuré, donc le PM
donc les PM10, on peut avoir une courbe donc, qui va nous donner heure par heure le chiffre, donc la quantité à la fois de dioxyde d'azote, donc de monoxyde d'azote, d'ozone, de PM10, et qui va nous donner le chiffre toutes les heures. Donc, en étant ce matin à peu près à 10h30 sur cette station, on se rend compte qu'en PM10, on était à 27 microgrammes par mètre cube. Donc toutes ces données-là, elles sont rapatriées sur nos sites et accessibles à tout le monde. Donc au quotidien, vous pouvez aller sur les différentes stations réparties sur le Grand Est et avoir une donnée sur le polluant qui vous intéresse. Bien sûr, il faudra bien au préalable choisir le département et le polluant que vous voulez avoir, l'information sur le polluant que vous voulez avoir. Et donc à partir de là, en bas, on se rend compte qu'on a un graphique qui va donner les différentes concentrations en fonction des heures. Sur une période qui va être aussi choisie, donc si on va sur une période un peu plus grande, donc de 72 heures, on peut avoir un graphique qui est différent, on se rend compte qu'il y a des montées, des descentes, donc des augmentations, des diminutions de différents polluants. Il faudra bien sûr prendre en compte aussi l'heure où on aura déterminé cette mesure. Toutes ces données sont récupérées et sont stockées sur un site qui s'appelle Atmo Grand Est Open Data. Donc ces données, toutes les données qu'on récupère sur toutes les stations sont bien sûr transposées là, accessibles à l'ensemble des personnes et elles sont totalement gratuites. En conclusion, Atmo Grand Est informe, accompagne et sensibilise l'ensemble des citoyens du Grand Est en participant à différents événements. J'espère que vous aurez pu découvrir le fonctionnement, l'organisation et les activités d'Atmo Grand Est et je vous invite maintenant à poser toutes les questions que vous souhaitez et je vais y répondre le plus complètement possible.